Le 27 février 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film américain Le chemin de la gloire, Road to Glory, texte intégral. Titre de l'article: Les poilus français vus par Hollywood. On ne contestera pas que les Croix de bois, grâce à un patient travail préparatoire, grâce à des acteurs qui revécurent spontanément leur rôle de combattants sur les lieux où ils avaient lutté et peiné, a été l'un des films de guerre les plus véridiques et surtout les plus dépouillés de fausse éloquence ou de turlupinade humanitaire. Quelques magnats d'Hollywood, voyant il y a quelques mois les Croix de bois, s'enthousiasmèrent, ouvrez les guillemets, voilà un film magnifique. Dommage qu'il date déjà. Mais après tout, ne sommes-nous pas là pour le refaire et l'améliorer? Par exemple, ça manque un peu de femmes. Excellente occasion pour lancer une nouvelle vedette. Au travail, fermez les guillemets. La vedette se nomme Miss June Lang. Pour que nous ne perdions pas un seul détail de ses charmes, elle est là dès la première image, en bas fin, petits souliers, avec une coiffure à la chien assez coquine, mais un petit nœud de velours et une croix au cou pour que nous ne nous méprenions pas sur sa vertu. C'est une sorte de cantinière des cœurs. De ses doigts bien manucurés, elle va panser, de temps à autre, des blessés. Mais elle verse surtout le réconfort moral aux combattants. Présentement, elle est en mission dans le bureau d'un capitaine qui fait une consommation effrayante de cognac et d'aspirine, y puisant sans doute le secret de son courage, comme Mathurin le marin dans les épinards. La compagnie fait la soupe dans la cour. On a dû rechercher, pour les types de poilus, les figurants de Charlot Soldat. Et si on ne les a pas retrouvés, on les a en tout cas bien imités, surtout ce gros avec sa barbe carrée qui se décolle un peu et ses sourcils passés au charbon de bois. Le capitaine annonce, ouvrez les guillemets, je vais au grand quartier général, fermez les guillemets. Voyez comme l'histoire est mal faite. On ne nous avait encore jamais dit que pendant la guerre, le grand quartier général suivait le train de combat un peu derrière les roulantes. C'est bien pourtant ainsi que les choses se passaient, puisque le capitaine est revenu 1 heure plus tard. Il ne nous révèle pas les confidences du général Joffre, apparemment par crainte des espions, mais il adresse à sa troupe une proclamation napoléonienne, et sur quoi il avale le fond de son flacon d'aspirine et monte aux tranchées. Ces tranchées de studio ont exactement l'apparence des forts de carton-pâte que l'on vend aux étrennes avec un bataillon de soldats de plomb. Ici se place un épisode des vraies croix de bois, celui de la mine allemande qui menace pendant 5 jours une section suspendue au coup de pioche du sapeur ennemi. Si la pioche s'arrête, c'est l'explosion. Nous devons avouer que, cette fois, les barbes de Charlot Soldat nous interdisent toute émotion. Mais nous voici arrivés au cœur de la tragédie. Le capitaine reconnaît dans un renfort son vieux père, ancien cuirassier de Reichshoffen, qui a voulu s'engager dans l'infanterie malgré ses cheveux blancs, et que personnifie le vieux cabot Lionel Barrymore. Le capitaine le renvoie à l'arrière, mais il brûle l'ordre de mutation avec la complicité d'un sergent. Nous ne serions pas autrement surpris que cet héroïque vieillard rééditât l'exploit de l'officier qui mange son drapeau plutôt que de le laisser prendre dans À la manière de Déroulède. Il mangea le blanc puis le rouge, puis après la soie, il mangea la hampe. Ce fut le plus dur, le plus valeureux. Mais le noble vieillard a surtout une peur bleue de son fils. Pendant l'attaque qu'il suit sur ses jambes chancelantes, il lui demande la permission de tirer un coup de fusil. Quand on réclame des volontaires pour une patrouille, il se glisse dans le groupe, mais en se cachant derrière le sergent, exactement comme un gamin qui craint qu'on ne l'envoie au lit. Hélas, il tue 2 de ses camarades avec une grenade lancée de travers. Comment expira-t-il ?
On l'a chassé du front. Il se lamente dans un poste de secours où le lieutenant et la jolie amie du capitaine sont en train d'échanger leur premier baiser. Le capitaine apparaît à la porte, couvert de sang, son uniforme en lambeaux. Le lieutenant et la petite amie essayent de s'expliquer avec quelque embarras, on le devine. Comble de l'horreur, le capitaine vient d'être aveuglé. Il n'avait rien vu. Et il entend tout ça. « Je retourne me battre !» s'écrie-t-il. « Par ici la sortie, mon fils !» dit le vieux cuirassé transfiguré. « Je vais te conduire. » Le capitaine s'accroche à la capote paternelle. En rampant, ils traversent des barbelés. Ils arrivent au milieu des positions Boche. Et quand ils sont parvenus sous un beau barrage, le vieillard tire de sa musette la trompette de Richthofen qui lui a valu de gros ennuis parce qu'elle n'était pas réglementaire dans l'infanterie. « Mon fils, maintenant, puis-je sonner la charge ? » ?»« Vas-y, papa !» Quelques secondes plus tard, une marmite bien ajustée met fin à cette sublime scène de famille. Avant de voir Le chemin de la gloire, nous étions presque émus à la pensée que les Américains avaient daigné se souvenir que nous avions été de grands soldats pendant 4 ans. Le film nous apprendra à nous méfier de nos attendrissements. Les traits essentiels du caractère français échappent entièrement à la majorité des Yankees. On le voit bien à l'impuissance où ils ont été, ayant en main le film des Croix de bois, le livre de Dorgelès, d'esquisser même une silhouette de vrais poilus, grognons, débrouillards et tenaces. Même si quelques hommes d'Hollywood ont entrevu le burlesque du chemin de la gloire, ils se sont bien gardés de le corriger. Que le film soit chahuté à Paris, cela n'a pas grande importance puisqu'il y arrive déjà amorti financièrement. Mais il était indispensable qu'il répondît à l'image enfantine et passablement ridicule que peuvent se faire de nous les gens du Nebraska et du Kansas.